BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Tiens, vous êtes quelques-uns à nous demander comment investir dans des diamants. Les diamants sont-ils un placement comme un autre? Quelles sont les astuces pour choisir les meilleurs diamants? On va essayer de vous répondre avec l'un des meilleurs spécialistes, c'est Franck Bitton qui vient de nous rejoindre. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Kimberley Investment. Les diamants, ça fascine et ça fait peur aussi. Les diamants, ça fait rêver et on a peur de s'y brûler le portefeuille, pour être honnête. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2015, acheter des diamants, c'est vraiment un bon investissement? Est-ce qu'il vaut mieux acheter des diamants que de l'or, par exemple? C'est différent, c'est simplement différent. On ne peut pas opposer l'un à l'autre, on peut les comparer, mais on ne peut pas l'opposer. La dynamique est la même, le principe est le même, c'est de détenir un actif physique qui n'a pas de revenus. Donc c'est bien une particularité de ce type d'investissement, mais le moment est clairement bienvenu et je le développerai un peu plus tard. Peut-être ce qui est important, c'est la définition. De quoi parle-t-on? Sait-on véritablement de quoi on parle quand on parle de diamants d'investissement? Et le malentendu est bien souvent venu de là. Ouais. Pourquoi? C'est quoi l'ambiguïté autour des diamants? En fait, tout le monde connaît le diamant. 90% des gens possèdent un diamant, qu'il soit un petit diamant ou un gros diamant ou plusieurs diamants, et un diamant ne vaut pas un autre. En réalité, le mot diamant est un terme générique. J'en veux pour preuve que 75% de la production de diamants sont des diamants industriels, c'est-à-dire même pas utilisables pour faire de la joaillerie. Seuls 25% des diamants le sont. Et parmi ces 25%, en fait, on ne retrouve que 2 à 3% de l'ensemble de la production mondiale de diamants qui vont être éligibles au titre de diamants d'investissement. On parle donc de peu de choses finalement. Oui, c'est vrai. Vous conseilleriez à vos propres enfants d'investir dans des diamants aujourd'hui en 2015, franchement? J'investirais pour mes enfants dans le diamant clairement en 2015. Et d'ailleurs, un peu à la conclusion, mais fréquemment, les gens, au moment de passer à l'acte d'achat, m'interrogent à moult reprises sur la liquidité. C'est un grand sujet, on y reviendra, comment se traite le diamant. Et ça dure très longtemps, c'est très long de les convaincre. Et puis à la fin, ils me disent, mais veillons à respecter l'équilibre au départ parce que je le transmettrai à mes enfants. Et c'est très drôle, c'est 90% des clients qui, à la fin, disent, je vais le garder. Un diamant, 9 diamants sur 10, ne reviennent jamais sur le marché. Ah oui. C'est un chiffre, c'est un constat de tout temps. On s'y attache, on les garde, c'est une valeur refuge face à des marchés financiers peut-être plus volatiles. Bien sûr. Ouais. La volatilité, et on reprendra la comparaison avec l'or, la volatilité entre le diamant par exemple et l'or est sans comparaison. Oui. Pour une première raison simple, il n'y a pas de financiarisation sur le diamant. Pas de futur, pas d'options, pas d'ETF, etc. Ouais. Donc moins de spéculation aussi. Beaucoup moins de spéculation. On donne communément le chiffre pour l'or que pour 1 kg d'or en circulation, vous avez 100 kg, la contre-valeur de 100 kg de papier en circulation. On imagine la volatilité que cela peut générer. Ouais. Le marché du diamant est intégralement un marché au comptant. Et on ne peut même pas leverager ses positions. Donc on ne peut pas acheter en s'endettant. Donc le marché est assez pur et évidemment peut bouger à la hausse et à la baisse aussi, éventuellement rapidement. En fonction de la demande également. On l'a vu par exemple en 2008 au cœur de la crise, il y a eu une chute vertigineuse, je crois, de 40% de la demande mondiale en diamants. Du coup, on imagine que les cours, ils ne peuvent pas forcément toujours rester stables et échapper à la volatilité. Alors échapper à la volatilité, forcément, il y a des périodes de pointe, mais reprenons 2008, votre exemple est excellent. Quelle a été la performance d'un diamant de 1 carat en 2008? Bonne question. Plus 23%. Plus 23%, vous avez bien entendu, face à une hausse baisse des marchés de 40%. Oui. Donc on est bien sur un produit qui est décorrélé des autres actifs financiers, ce qui en fait bien sûr une de ses particularités. Et justement, c'est la question que peuvent peut-être se poser nos auditeurs, nos téléspectateurs qui n'achètent pas des diamants tous les jours, hein, on est bien d'accord. C'est quoi le potentiel de valorisation quand on investit dans des diamants? Est-ce qu'on peut se faire une idée là comme ça? Alors, on peut regarder le passé, hein, en prenant bien sûr les réserves qu'il convient en la matière. J'aime à citer, parfois la Société Générale avait fait une étude il y a 1 an et demi de cela. Vous aimez à citer la Société Générale? J'aime bien la Société Générale. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas, mais j'aime bien, effectivement, parmi d'autres. Mais ils ont bien travaillé sur ce sujet-là. Oui. Et sur les 17 dernières années, alors s'arrêtant, je tiens à le préciser, à 2013, on était donc sur 17 ans, écoutez bien, à une moyenne annuelle de plus 8,1% de valorisation. Je vous invite à regarder vos autres placements. Ceci n'est plus exact aujourd'hui. On vient de vivre 2 années
années extrêmement difficiles sur le marché du diamant qui, plus que jamais, à mon sens, et je pourrais l'expliquer si vous le souhaitez, représente une opportunité de rentrer sur ce marché-là. Alors pourquoi justement? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi investir aujourd'hui en 2015 dans les diamants? Expliquez-nous. Alors très bien. Il y a un driver, en fait, un élément, l'investment case, pardon de ces anglicismes, qui justifie d'anticiper une valorisation du diamant. C'est simplement un écart entre l'offre et la demande qui est extrêmement fort et qui ne va cesser de croître. Le nombre de mines de diamants, et ça permet de lutter contre une première légende qui est de dire que le diamant se trouve à profusion. En réalité, ce n'est absolument pas le cas. Les ressources sont extrêmement limitées. Alors d'où vient cette idée de dire qu'il n'y a pas de pénurie de diamants? C'est qu'en fait, là encore, un diamant ne vaut pas un autre. Et les diamants industriels dont je parlais au tout début de l'entretien, qui comptent pour 75%, il y a des réserves effectivement pour plusieurs siècles et une accessibilité totale. Quand il s'agit en revanche de diamants pour la joaillerie et a fortiori pour des diamants d'investissement, alors la production ne cesse de décroître et à partir de 2018, les études sont extrêmement précises. La référence en la matière, c'est Bain & Company qui, depuis 4 ans maintenant, fait un travail admirable avec la bourse d'Anvers pour expliquer le secteur aux investisseurs. Et à partir de 2018, l'inflexion est vraiment sensible, où il y a une baisse de la production. Donc ça, c'est un premier point qui est acquis. Qu'en est-il de la demande? La demande, c'est intéressant. 3 pays font à l'horizon 2020, donc dans les 4-5 ans, 69% de la demande. Donc ça nous épargne beaucoup de travail pour comprendre, pour trouver les bons drivers. C'est l'Inde, qui sont dans l'ordre, qui étaient les États-Unis, c'est devenu la Chine en premier, les États-Unis et l'Inde effectivement en troisième. Donc ces 3 marchés-là représentent donc plus de 60 et bientôt près de 70% du marché. Donc, et leur demande va encore augmenter, leur demande va augmenter. Le potentiel de valorisation sur le diamant. Notamment. Et concernant la Chine, faut bien comprendre, alors vous en parlez souvent ici, par exemple, sur les 4 dernières années, le nombre de ce qu'on appelle du HNI, enfin de personnes ayant des patrimoines supérieurs à 1,6 million de dollars, pour prendre la référence publiée lundi, a doublé. En 4 ans. Donc vous avez un même à l'échelle mondiale, le nombre de millionnaires vous avez vu les chiffres lundi, ils sont tombés lundi. Je veux dire, donc il y a un effet malthusien. Donc on n'est pas dans une problématique de mode, est-ce que oui ou non? C'est un problème malthusien et on ne peut pas adapter l'offre. Il faut bien comprendre ça. Alors pour ceux qui seraient justement tentés d'investir dans ces diamants, il nous reste quoi? Il nous reste 2 minutes. Quels sont les trucs et astuces pour choisir les meilleurs diamants, ceux qui offrent le meilleur potentiel? Alors, où je vais peut-être décevoir quelques-uns, c'est que pour pouvoir prétendre avoir un investissement sûr, il faut aller sur une taille minimum. C'est-à-dire que malheureusement, tout ce qui est en dessous de, difficile de donner un chiffre, mais on va dire 60 000 € unitaire pour un diamant, vous rentrez dans une catégorie qui est en dessous, qui est sub-investissement, moyennant quoi l'effet est que la valorisation sera moindre, plus tout ce qui est beau est plus cher et se valorise mieux. C'est le principe de la barrière à l'entrée, ça. Voilà, donc il y a ce problème-là. Nous travaillons au Kimberley à la création, nous avons lancé la création d'une SICAV de droit luxembourgeois sous la directive AIFM, donc pour pouvoir offrir un produit. Hélas, la primo-souscription est de 125 000 €. Là aussi, ça sélectionne les clients à l'entrée. Nous allons travailler avec l'AMF, avec les autorités, pour qu'on puisse faire des parts qui soient accessibles à des investisseurs particuliers normaux. Le dernier conseil, faites toujours appel à un spécialiste, c'est très important. Nous ou un autre, peu importe, n'y allez pas seul. Parce qu'il y a aussi des faux diamants, il y a des arnaques. Et d'ailleurs, ce secteur des diamants, il a été gangrené par de nombreuses arnaques ces dernières dizaines d'années. Les années 90, avec l'Union des diamantaires, qui était une vraie arnaque, il n'y a pas d'autre mot, et qui servait à recycler de l'argent, on va dire, des petits commerçants. Pourquoi on aurait plus confiance aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on a des processus de certification d'abord qui sont beaucoup plus solides, et on a des diamants qui sont livrés sous scellés avec des certificats. 2, vous pouvez précisément bénéficier de conseils. Il y a un accès à l'information qu'on n'avait pas dans les années 80, c'est un point important. Aujourd'hui, les gens doivent s'informer, ils ont accès à l'information. Chez nous, mais n'importe où, vous tapez diamant, Fossis, 4C sur Internet, et vous aurez de l'information de qualité. Et il y a des cours de référence, des cours qui font l'unanimité dans la profession, et auxquels on peut se référer pour évaluer la valeur. Depuis les années 80, il y a ce qu'on appelle la Rapaport Price List, qui est publiée toutes les semaines. Donc tous les jeudis soirs, depuis 35 ans, on a une référence. Et d'ailleurs, c'est très amusant, quand vous allez à Anvers ou dans toutes les places boursières qui traitent du diamant, on ne dit pas ça vaut 2000 $, on dit ça vaut moins 2. Et tout le monde comprend que c'est moins 2% exprimé en dollars du Rapaport du jeudi soir. C'est une norme universelle. Voilà, quelques idées.
conseillez donc pour ne pas vous faire arnaquer? On dit souvent qu'il faut privilégier les pierres rondes parce qu'elles passent les modes. Bravo, exactement, très bien. Il faut effectivement les pierres rondes et blanches parce qu'elles ont un vrai prix, une vraie liquidité, une vraie lisibilité. Ce qui ne veut pas dire que les pierres de couleur ne vaillent pas le coup. Au contraire, elles se valorisent très bien, mais beaucoup plus difficiles à appréhender. Franck, si j'achète des diamants, j'encourage aussi toute la spéculation et tout le côté malsain de ce marché des diamants quand même. Les diamants, on les extrait où? En Afrique, dans des pays pas forcément recommandables, dans des conditions pas forcément terribles, parfois avec des gamins qui vont piocher ces diamants au cœur. Vous avez bien noté qu'on s'appelait Kimberley. Le choix du nom n'est évidemment pas neutre. Il fait référence au protocole de Kimberley qui a été adopté en Assemblée générale des Nations Unies en 2000 et appliqué à partir de 2003 et qui veillait à lutter contre ce qu'on a appelé les blood diamonds, les diamants du sang, et qui aujourd'hui tente à appliquer de plus en plus des règles dites RSE, de responsabilité sociale des entreprises, parce qu'il y a bien sûr le travail des enfants, bien sûr les diamants de la guerre, mais il y a aussi la pollution, les diamants polluent, et donc on travaille, il y a beaucoup d'accidents du travail, donc on est sur les principes de protection des travailleurs, de protection de l'environnement. Franck Bitton, merci beaucoup d'être venu nous voir, c'était passionnant, hein, cet univers des diamants, pourquoi pas en faire vos futurs investissements, les diamants décrits par Franck Bitton, le fondateur de Kimberley Investment. Merci beaucoup.